Bonjour, je suis Fabienne Guibert, coach de vie et naturopathe. Je suis la créatrice du site happylifecoaching.fr qui propose des programmes en ligne holistiques qui allient naturopathie et développement personnel et que j'ai intitulé Bien dans ta vie et bien dans ton corps. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de participer à cet événement anniversaire de coach personnel pour parler du syndrome de l'imposteur. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est vraiment important pour moi d'en parler car c'est une situation, un fonctionnement que je rencontre vraiment très très souvent en coaching et qui est vraiment très pénible à vivre au quotidien pour les personnes. De l'insécurité, de l'anxiété, des émotions très hautes. La personne va dépenser beaucoup d'énergie et ça peut aussi avoir des impacts sur la santé. Le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet très vaste. Aujourd'hui, j'ai souhaité plutôt vous donner des pistes pour vous aider à l'identifier et puis à reconnaître aussi certains profils. Je ne vais pas vous donner, bien sûr, la solution magique pour en sortir, parce que la transformation, ça peut prendre quand même un minimum de temps. Et comme vous allez le voir, le syndrome de l'imposteur, ça touche essentiellement à l'estime de soi et à des croyances limitantes qui sont très, très ancrées. Donc, ça peut permettre vraiment du temps pour s'en sentir vraiment libéré. À la fin de cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous offrir justement 2 cadeaux pour vous donner des pistes et vous aider justement à progresser sur ce chemin du changement. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est un terme qui a été utilisé la première fois en 1978, donc finalement c'est assez récent, par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes dans un article après une étude assez impressionnante et qui était plutôt relatif en fait aux femmes ultra performantes. Qu'est-ce qu'ont découvert ces deux chercheuses et qu'est-ce qu'elles ont finalement caractérisé? Eh bien, c'est que la personne qui ressent ou qui est enfermée dans un fonctionnement de syndrome de l'imposteur a 3 caractéristiques. Déjà, la croyance que les autres surestiment ses atouts et ses compétences. Vous voyez, souvent, on me dit, enfin voilà, les personnes me disent, non, mais c'est parce qu'elle n'est pas objective. J'avais un étudiant qui avait réussi très bien un examen et qui avait dit, non, mais le correcteur a laissé passer. Voilà, donc c'est vraiment une surestimation de ses atouts et de ses compétences. Ensuite, la peur d'être découvert et montré du doigt. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez la personne et qui peut vraiment créer une vraie angoisse. Et ben, c'est que pendant une présentation, pendant voilà, un entretien, la personne s'attend à tout moment que l'autre lui dise bah non, effectivement, c'est vrai, je me suis trompée, vous n'êtes pas celle dont on a besoin ou vous n'êtes pas compétente. Le dernier point, c'est la tendance systématique à attribuer ses réussites à des facteurs externes, comme la chance, par exemple. C'est pour ça que j'ai intitulé la conférence comme ça, par le hasard, une erreur d'appréciation d'un tiers, ou comme le résultat d'un travail acharné. Donc, vous voyez, l'erreur d'appréciation d'un tiers, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure pour l'étudiant. Bon, ben voilà, c'est le correcteur. C'est pas juste, il a voulu me faire plaisir, mais presque. Voilà, il a laissé passer, il n'a pas fait attention. En fait, je mérite pas cette note. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ou comme le travail d'un résultat acharné. Alors ça, c'est important parce qu'il y a vraiment un cycle qui va se mettre en place où la personne qui ressent le syndrome de l'imposteur va avoir besoin vraiment de travailler beaucoup, 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 voire énormément. Et ça lui justifie que effectivement, c'est comme ça qu'elle réussit. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur aussi le chemin d'un pré-burnout, voilà, d'un fonctionnement où à un moment, ben, le corps, il peut lâcher. Chez la personne qui ressent ce syndrome de l'imposteur, il faut savoir que ses croyances sont vraiment très, très fortes et très limitantes. Alors, tout de suite, juste un petit nota bene, j'aurais pu en parler avant. On parle de syndrome, mais ce n'est pas du tout une maladie mentale, attention, ce n'est pas classifié comme tel. Moi, je préfère dire le terme expérience ou fonctionnement, voilà, dans laquelle la personne est enfermée à un moment de sa vie. On ne ressent pas forcément le syndrome de l'imposteur toute sa vie. Ça peut être, il peut y avoir un déclencheur et là, on va basculer dans un fonctionnement qui va nous être pénible et qui ne va pas nous aider à avancer en tout cas. Et on peut le ressentir de manière plus ou moins forte et en tout cas plus ou moins longtemps. Alors, qui est concerné en fait par le syndrome de l'imposteur? Eh bien, aussi bien que les hommes et les femmes. Il y a un chiffre qu'on voit souvent apparaître sur les sites internet quand on fait des recherches, c'est qu'on dit que 70% des personnes en général sont touchées par ce phénomène au moins une fois dans leur vie, à un moment de leur vie. Donc, je vous rappelle, le syndrome de l'imposteur, on peut le subir, j'ai envie de dire, toute sa vie, mais après, ça peut se déclencher à un moment particulier de sa vie, être plus ou moins fort et durer plus ou moins longtemps.
C'est pas normé, hein, ça dépend vraiment de chaque personne. Alors, on va pas forcément s'attarder sur ce chiffre. On peut dire un peu tout, on peut lui faire dire un peu tout ce qu'on veut. En tout cas, ce qui est certain, ça veut dire que c'est plus courant que ce qu'on pense, voire c'est assez banal, hein. Alors, ce qui ressort quand même néanmoins, c'est que les femmes le ressentent plus et ont plus souvent l'impression d'être illégitimes que les hommes. Alors, dans le milieu professionnel, les femmes qui vont être le plus exposées sont les femmes qui sont très performantes. Vous voyez, paradoxalement, hein, c'est j'ai plus de performance, je réussis de plus, néanmoins, je ne me sens pas à ma place et je ne me sens pas illégitime. Légitime, pardon. Alors, les femmes qui vont être le plus souvent concernées, ça va être les entrepreneuses, les femmes qui travaillent dans des secteurs très masculins, par exemple la production, les industries de pointe, et celles qui occupent des fonctions plutôt associées normalement à des hommes, par exemple des fonctions de direction ou des cadres supérieurs. Nous allons voir maintenant le déclencheur. Il y a 3 cas particuliers qui vont déclencher un sentiment d'imposture chez certaines personnes. Et je pense que ça va vous parler. Vous avez tous rencontré soit personnellement cette situation, soit vous avez entendu dans votre entourage. La première situation, c'est quand on se qualifie pour la première fois dans un domaine de compétence. Typiquement, notre premier poste, notre premier diplôme. C'est très répandu aussi chez les thérapeutes, hein, voilà, voilà, la première fois où en fait on va utiliser nos compétences et qu'on a été finalement qualifié pour dire ok, vous êtes apte et compétent pour ce job. La deuxième situation, c'est quand on démarre un nouveau cursus ou un nouveau cycle d'études. Un jeune qui va rentrer à l'université, un adulte qui va commencer une formation pour une reconversion professionnelle. Et puis la dernière situation, ça va être quand on a une promotion. Voilà. Au lieu de se réjouir, la personne va dire que son N+1 s'est trompé, ou que c'est par défaut, parce que finalement, il n'y avait personne d'autre qui pouvait remplir ce poste, donc elle l'a choisi comme ça par hasard. En tout cas, vous voyez, encore une fois, c'est vraiment très paradoxal et parfois difficile à comprendre pour l'entourage. C'est que c'est des moments plutôt censés être très enthousiasmants et motivants pour la personne. Voilà, elle a réussi quelque chose, elle le mérite, mais le sentiment d'illégitimité et d'imposture va faire que la personne va se mettre en vigilance et en insécurité quasi permanente. Ce qu'on va constater, c'est que finalement, certaines catégories de personnes sont plus touchées par ce syndrome ce sentiment d'imposture. Alors, ce sont par exemple les étudiants, qui sont souvent en comparaison en fait par rapport aux autres, qui pensent meilleurs, plus à l'aise, plus intégrés qu'eux. C'est particulièrement vrai pour les étudiants issus de minorités ou ceux qui réussissent très bien dans leurs études. En fait, c'est grâce au travail qu'ils réussissent, mais en tout cas pas grâce à leur capacité personnelle. Les chercheurs, les universitaires, les créatifs, qui évoluent dans des domaines où on peut rencontrer des personnes très brillantes et où il va être facile de se comparer avec ces gens talentueux et plutôt en notre défaveur. Les personnes qui ont une brillante carrière ou qui réussissent très tôt dans la vie. Les premiers d'une famille, ils vont avoir beaucoup à prouver, donc avoir beaucoup à travailler, mais en tout cas, c'est pas grâce à eux. Ça va être grâce à leur travail ou grâce à l'éducation des parents. En tout cas, c'est jamais grâce à eux. Les personnes qui atteignent leur but par des chemins de traverse. Donc, on joue un peu le créatif, mais voilà, la personne qui va vraiment être dégourdie, mais qui réussissent, hein, ils vont attribuer les succès, en fait, grâce à la chance. Mais c'est pas grâce à eux, encore une fois, ou à leur qualité. Les groupes, sous-représentés, toutes les minorités, les femmes, les minorités ethniques, les personnes handicapées, vraiment un sentiment très fort de ne pas être à sa place, de ne pas être légitime dans leurs demandes, dans leurs revendications, dans leur façon d'être traitées. Les enfants de parents brillants, aussi dans les couples. Voilà, les personnes, les femmes surtout, qui vont avoir peu d'estime d'elles-mêmes, qui vont être pas sûres d'elles, elles vont toujours avoir l'impression, quand elles sont en couple, elles ne savent pas pourquoi leur conjoint les a choisis. Elles se disent qu'il va les quitter du jour au lendemain parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils restent avec elles. Ça va être aussi les parents. Alors là, on a le profil, vous le retrouverez après, de la maman parfaite. Qui fait tout pour ses enfants, qui se met une pression pas possible et qui voit à côté d'autres mamans qui font toujours mieux, qui réussissent mieux dans l'éducation de leurs enfants. Et elles ont juste l'impression de ne pas être bien, d'être nulles, en fait. Et puis, les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants,
Là, c'est plus parce que c'est difficile d'avoir la reconnaissance de l'autre et d'évaluer son travail. Et donc, le sentiment de solitude va créer une baisse d'estime de soi et tout un sentiment de ne pas être légitime ou de ne pas réussir aussi bien que d'autres personnes. Alors, ce que je vais vous montrer avec cette slide, c'est qu'on a aussi des imposteurs, entre guillemets, célèbres. Donc Jodie Foster, Michel Pfeiffer, Tom Hanks, Meryl Streep, John Steinbeck, qui a eu le prix Nobel de littérature en 62, pour les plus connus, donc qui ont reconnu un moment ou un autre, dans des interviews, d'avoir peur d'être démasqués à tout moment. Je crois que c'est Meryl Streep, Michel Pfeiffer qui a dit voilà, qu'elle avait peur à tout moment que le réalisateur s'aperçoive qu'en fait, elle était une mauvaise actrice. Donc c'est encore une fois le paradoxe du syndrome de l'imposteur, de ce fonctionnement, c'est qu'on peut être talentueux, on peut donner l'impression d'être sûr de soi, d'avoir tous les talents, d'être magnifique physiquement, mais néanmoins, au fond de soi, d'avoir des gros doutes sur ses capacités et finalement douter de soi-même. Comment ce fonctionnement du syndrome de l'imposteur se met-il en place? Il va se mettre en place progressivement. Tout d'abord, la personne grandit dans un contexte ou un environnement qui va mettre à mal son estime de soi. Ensuite, il va remarquer qu'il a du succès, à sa grande surprise, et il va alors ressentir deux sentiments contradictoires. Un, il a du succès, et deux, il ne pense pas le mériter. Ces deux croyances contradictoires, ou ce constat en tout cas avec cette croyance contradictoire, va créer un malaise interne et une tension. Le cerveau va alors devoir trouver un moyen pour gérer cette tension intérieure. Et donc, la solution que va trouver le cerveau, ça va être de mettre en place un schéma de pensée particulier, qui est d'attribuer les raisons de son succès à des causes extérieures, stables et incontrôlables. Par exemple, j'ai de la chance. C'est dû au hasard. En revanche, tout ce qui va être leurs échecs, par contre, ils vont vraiment l'attribuer à des causes internes et durables. Je suis nul. Nous avons vu que l'estime de soi, en tout cas le niveau d'estime de soi, est fondamental pour la mise en place du syndrome de l'imposteur. Donc une personne qui va avoir une faible estime d'elle-même va mettre en place des croyances, des convictions fondamentales qui vont être limitantes sur elle-même. Du style tout ce que je fais est nul, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur. Quand elle va quand même rencontrer des succès ou des réussites, elle va alors devoir constater que malgré tout, elle est à la hauteur. Néanmoins, il va y avoir une opposition cognitive entre cette conviction profonde qui est je suis nul et je ne suis pas capable et ce signe factuel, en tout cas ce fait, qui vont s'opposer. Donc le système, j'ai envie de dire, le salut que va trouver le cerveau pour donner un sens à cette contradiction, ça va être de minimiser ce succès, parce que c'est plus facile de remettre en cause la valeur du succès que de remettre en cause une croyance comme ça, une conviction fondamentale. C'est ce qu'on va appeler une erreur de biais d'attribution, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc cette personne va minimiser la preuve, il va conclure que la preuve n'est pas convaincante, et du coup, ça va renforcer sa conviction qu'elle est un imposteur, puisqu'elle n'arrive pas à réussir et elle ne comprend pas ce qu'elle fait là. Ce système de croyance, en tout cas de biais d'attribution, va se mettre plutôt en place à l'adolescence, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à généraliser, à prendre confiance en soi, à se comparer aux autres, et on commence à tirer des conclusions, en tout cas sur ce qu'on a vécu durant notre enfance, surtout si c'est négatif. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, notre estime de soi va être mise à mal? Alors, c'est plutôt pendant l'enfance que ça va se mettre en place, c'est des fragilités, et après, comme je vous l'avais expliqué, il va y avoir des déclencheurs qui vont vraiment perturber ce niveau d'estime de soi. Donc, quels sont ces cas? Alors, le premier cas, ça peut être d'avoir des parents ou des figures autoritaires négatives. À force d'entendre « tu peux faire mieux », on finit par l'intérioriser, on finit par le croire. Et même si au départ, ça ne concerne qu'un domaine, par exemple, tu es nul en français, on va finir par le généraliser. Et de « je suis nul en français », ça va devenir « je suis nul partout ».
Deuxième cas, si on a des parents ou on a eu des parents archi-contrôlants. Grandir en ayant le sentiment de ne rien pouvoir faire seul, ça nous renforce vraiment dans la croyance qu'on n'est pas capable de le faire, et donc ça baisse notre estime de soi. Le manque d'attention de notre entourage va aussi jouer. Si on grandit dans l'indifférence de son entourage ou dans l'ombre de quelqu'un, on peut interpréter cela, le sens que va trouver le cerveau, ça va être de dire qu'on ne mérite pas en fait l'attention des autres et que finalement on n'est pas assez intéressant, qu'on ne fait jamais rien d'intéressant parce que nous ne sommes pas intéressants. Des cas de harcèlement, donc là forcément c'est violent, mais ça impacte très négativement l'image qu'on a de soi, la valeur que l'on va s'attribuer, puisqu'on va se faire rabaisser et insulter de manière très violente. Des piètres résultats scolaires peuvent aussi jouer, surtout dans les familles où les résultats scolaires et la réussite scolaire est très importante. Le fait d'être comparé négativement à d'autres, alors effectivement, encore une fois, ça peut être dans la famille, mais ça peut être aussi au sein d'un cercle d'amis. C'est pas forcément que au niveau de la famille. Les parents sont pas responsables de tout quand même. La comparaison sociale, et là les réseaux sociaux, alors ça peut être encore une fois ça au niveau de la famille, dans le cas où pour des parents en tout cas ou d'une famille, c'est très important de réussir socialement, mais ça peut être aussi les réseaux sociaux où on va trouver des profils qui sont merveilleux, tout est magnifique, et si on se compare négativement, on va se comparer et plutôt à la baisse, et là ça va baisser encore une fois notre estime de soi. Si on est complexé par son apparence physique, voilà, on peut passer très facilement de « je me trouve moche » à « je suis nul » et enfin la maltraitance. Les 7 signes, voilà, j'en ai mis 7 là, qui permettent de distinguer une personne qui fonctionne avec le syndrome de l'imposteur. Alors tout d'abord, un imposteur va travailler exceptionnellement dur. C'est un bosseur acharné. Il doit se donner à fond pour que personne ne découvre son mensonge. Et c'est toujours ça la motivation, ne pas être démasqué. Malheureusement, alors pour lui, cette stratégie de dissimulation porte ses fruits. En même temps, on sait que le travail donne des résultats. Et donc, ça va le rassurer sur le fait qu'il doit travailler encore plus. Et alors, paradoxalement, et c'est là que le malaise interne, c'est que ça va accentuer son sentiment d'imposture, car au fond de lui, il se dit que son succès n'est dû qu'à un travail acharné et que tout le monde peut le faire. C'est un cycle alors qui va se mettre en place, travail acharné, je suis soulagée parce que ça donne ses fruits, j'ai du succès, mais je suis du coup peur, inquiétude parce qu'on va découvrir qui je suis vraiment. Deuxième point, qui est aussi assez caractéristique, c'est qu'une personne qui est en fonctionnement du syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui cache ses véritables opinions. Alors, comme elle n'a pas confiance dans ses capacités d'intelligence, de culture, elle va préférer ne pas dire ce qu'elle pense pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle est moins intelligente qu'il n'y paraît. Elle ne va pas donner son avis, elle va adopter facilement le point de vue de l'autre pour se dissimuler dans la masse et pour se camoufler. Troisième point, un imposteur cherche souvent un mentor qu'il va chercher à impressionner. Il a besoin de l'assentiment d'une personne qu'il va juger supérieure à lui. Ça va le rassurer, il va se sentir à sa place et surtout, si ce mentor qui est supérieur à lui, qui est si exceptionnel, apprécie ce qu'il fait, c'est qu'il finalement, il n'est pas si mal que ça, en fait, qu'il est légitime. Alors, attention aux dérives, parce que parfois, cette personne va tellement essayer de s'attirer les bonnes grâces de ce mentor qu'elle va complètement oublier ce qu'elle aime, oublier sa personnalité et devenir presque une autre personne. Alors, c'est là encore où le malaise s'installe, parce qu'en même temps, elle sait que normalement, elle ne devrait pas avoir besoin de ce sentiment de reconnaissance exagéré, et alors, elle va développer encore plus une piètre opinion d'elle-même et s'en vouloir, en fait. Quatrième point, assez caractéristique aussi, c'est que l'imposteur est un perfectionniste. Il doit être parfait en tout. Il a peur, bien sûr, d'échouer, de ne pas être à la hauteur, peur du jugement des autres, et surtout, ça va renforcer son sentiment de ne pas mériter ce qui lui arrive. La moindre imperfection renforce son idée qu'il n'est pas bon. Il peut y avoir aussi un côté autodestructeur, j'en parlerai un petit peu après, justement pour cacher les preuves de son manque de talent et surtout ne pas risquer d'être démasqué.
il va refuser des occasions, par exemple des compétitions, pour ne pas montrer qu'il n'est pas bon. Hein. Ça peut être les enfants qui refusent de faire, qui ont des activités sportives, par exemple, mais qui ne voudront jamais aller en compétition. Il peut aussi avoir tendance à procrastiner. Si je n'y vais pas, ou si je fais ça plus tard, je risque pas de me planter, je ne risque pas d'échouer, et donc je ne risque pas d'être démasqué. 5e point, un imposteur va systématiquement sous-estimer son travail. Et ça, je suis sûre que vous en avez déjà rencontré. Voilà. Donc, pour dissimuler son imposture, je vous l'ai déjà dit, l'imposteur va beaucoup travailler et avoir tendance à être plutôt perfectionniste. Ça donne des résultats, c'est normal et rassurant aussi, mais c'est là où l'imposteur ne va pas reconnaître ses mérites et surtout dire bah oui, c'est vrai, j'ai réussi parce que je me suis donné les moyens de réussir. Non, il va sous-estimer et dévaloriser son résultat. C'est rien, tout le monde peut le faire. Ça n'était pas si dur. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Et en fait, au niveau du fonctionnement de son cerveau, voilà, c'est plus facile de changer la vision qu'on a de son succès que de reconnaître ses mérites, parce que ça fait alors là aller contre une croyance, une conviction interne qui est trop forte, à savoir qu'il n'est vraiment pas bon. Avant-dernier point, un imposteur va systématiquement repousser les compliments. Dans la suite logique de tout ce que j'ai dit avant, il va avoir tendance à ne pas accepter les compliments, puisque c'est reconnaître finalement que son travail a de la valeur, en tout cas qu'il a du mérite. Donc la réussite, encore une fois, crée un malaise en lui, en contradiction avec la croyance très forte qu'il a qu'il ne mérite pas. Et donc, encore une fois, il va minimiser les compliments des personnes. Vous savez, c'était rien, voilà, ils ne sont pas objectifs, ou alors c'est pour me faire plaisir, ils ne connaissent pas en fait. C'est automatique, ils ont dit ça comme ça. Dernier point, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, un imposteur va vraiment avoir une tendance à l'auto-sabotage. Il va s'empêcher de réussir pour avoir une bonne excuse en fait de justifier son échec. Et alors là, il est cohérent avec son système et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, il préfère se saborder ou se limiter que d'affronter le malaise que sa réussite pourrait créer. Quand je dis se limiter, c'est important parce qu'il y a des personnes qui vont rester dans la moyenne en fait. Elles vont pas oser briller, pas oser montrer qu'elles sont cultivées ou qu'elles ont des talents pour justement ne pas risquer d'être démasquées. Alors, il existe différents profils d'imposteurs. J'ai trouvé cette classification dans un livre qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur de Sandi Mann et je l'ai trouvé plutôt intéressant, donc je vais le reprendre ici. Les différents types d'imposteurs que l'on va distinguer. Déjà, le perfectionniste. Alors, le perfectionniste, c'est un genre particulier d'imposteur. Il ne faut pas penser que tous les imposteurs sont perfectionnistes. Ceux-ci vont vraiment avoir tendance à se fixer des objectifs qu'ils peuvent rarement atteindre. Et s'ils échouent, cela renforce leur croyance d'être nuls. Ils sont rarement satisfaits, car même s'ils réussissent, ils auraient pu faire mieux selon eux de toute façon. Ils vont toujours se focaliser sur ce qui peut être amélioré et non sur ce qu'ils ont réussi à faire. Alors cela va provoquer de l'anxiété, de l'angoisse, de l'insatisfaction, de la déception et un vrai sentiment d'échec. Il va aussi avoir du mal à déléguer, car personne ne peut combler ses attentes. Pas même lui d'ailleurs. Hein. En revanche, s'il travaille dur, il sait que lui seul peut y arriver. Il va aussi préférer ne rien faire que faire quelque chose de manière imparfaite. Le deuxième profil, c'est le profil de la superwoman ou du superman. Alors, à la différence des perfectionnistes, le superman ou la superwoman ont leur sentiment de succès, ne dépend pas de ce qu'ils font, mais de la manière dont ils le font. Ils ont besoin de se sentir bons dans tout. Et encore bon, c'est excellent, brillant, ils doivent être les meilleurs dans tout. Vous voyez, le domaine est beaucoup plus large que le perfectionniste qui, lui, finalement, va plutôt se limiter sur un domaine. Alors, le cas typique de la femme qui doit être mère, épouse, fille, qui doit réussir dans sa carrière, on est vraiment sur ce cas-là. Ils cherchent sans arrêt l'approbation des autres au lieu de s'autoriser à dire qu'ils ont réussi. En fait, comme c'est impossible d'être excellent en tout, forcément à un moment, le superman ou le superwoman va rencontrer un échec. Ils vont alors s'en vouloir et cela va développer leur sentiment d'imposture. Pour eux, s'avouer dépassé est un sentiment de faiblesse. Le génie naturel. Alors lui, il réussit tout facilement dès l'enfance.
il est programmé en fait pour croire qu'il peut réussir en tout et facilement. Et s'il doit travailler, c'est là où le bât blesse, c'est qu'il est un imposteur. Vous voyez, c'est le cas des enfants très doués qui ont toujours 18 de moyenne sans avoir besoin finalement de travailler beaucoup. Et à un moment, au lycée ou dans leurs études, eh ben, cela ne va plus marcher et ils vont avoir besoin de travailler. Et c'est là où en fait où le problème va se déclencher. Parce que s'ils doivent travailler, c'est que finalement, ils ne sont pas si bons que ça et qu'ils mentent en fait. Et donc, ils développent le sentiment d'imposture. Ça veut dire que ce sont des imposteurs. Du coup, ils vont aussi hésiter à relever des nouveaux défis, ou alors s'ils le font, ils vont très vite se décourager. Autre type, le dur à cuire. Alors pour lui, réussir, c'est faire tout seul. Tout seul. Il refuse de se faire aider par peur de ne pas pouvoir revendiquer le succès. Alors lui, il en a besoin pour renforcer son estime de lui-même en fait. Si on lui donne un coup de main, c'est qu'il n'est pas si fort que ça. Voilà. Et surtout que les compléments qu'on va attribuer à cette réussite, ils ne seront pas légitimes. Demander de l'aide, c'est montrer qu'il n'assure pas. Et si on lui en propose, alors c'est qu'en plus on pense que lui n'est pas à sa place. L'expert, un autre profil, lui, il a la réputation d'exceller dans son domaine, mais pour X raisons, il est persuadé de ne pas le mériter. Comme c'est un expert, il doit tout connaître sur un sujet, et comme c'est impossible, en fait, dès qu'il ne va pas connaître quelque chose dans son domaine de prédilection, il va se sentir un imposteur, il va se sentir un menteur. Et en tout cas, pas à sa place. Du coup, il va avoir tendance à cumuler les connaissances, les diplômes, ça peut devenir obsessionnel, hein. Alors, pour lui, il a eu ses diplômes, on ne sait pas comment, voilà, par chance. Voilà, il s'est passé quelque chose. Et il va passer, en tout cas, beaucoup de temps à se former, à apprendre. Du coup, il peut rater des opportunités parce qu'il ne va pas se sentir assez expert. Alors, on va avoir, ça c'est plutôt des profils qu'on va rencontrer dans la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle. Dans la vie personnelle, on va pouvoir rencontrer le parent parfait. Alors lui, c'est le bon parent, mais qui ont l'impression d'être de très mauvais parents. Donc là, on va retrouver le rôle des réseaux sociaux, du marketing, en tout cas de la pression sociale avec les jouets. Voilà, il faut que nos enfants, ils arrivent à marcher à 6 mois. Il faut avoir des jouets qui sont stimulants, des jouets pédagogiques. Il faut qu'ils sachent déjà parler anglais en maternelle. Et puis, il y a le phénomène de la comparaison entre parents à l'école, quoi. L'imposteur bienfaisant. Alors lui, là, après, on est sur des cas un peu particuliers. En fait, il pense vraiment ne rien faire d'extraordinaire. Il nie sa gentillesse parce qu'il croit vraiment que ce qu'il fait est tout à fait normal. Les autres surestiment notre bienveillance. Il a la peur d'être découvert. Voilà, on n'est pas si gentil que ça en fait. Et on attribue notre gentillesse à des facteurs externes. J'étais au bon endroit au bon moment en fait, ou n'importe qui l'aurait fait. En fait, on s'interdit de ressentir du bien après une action parce qu'on pense que là c'est mal. En fait, toute action doit être désintéressée. Et si il ressent ça, dans ce cas-là, ça veut dire qu'au fond de lui, il n'est pas aussi gentil que ça et qu'il se sent un imposteur. L'imposteur populaire. Alors lui, en fait, il pense que toutes ses invitations, tous les amis qu'il a, tout le réseau social important qu'il a, en fait, tout est faux. En fait, ces personnes ne l'aiment vraiment. Il n'est pas aussi sympathique que tout le monde le dit. Il n'est pas aussi aimé. Voilà, il ne comprend pas pourquoi tout le monde l'apprécie et l'invite. Si on l'invite, c'est juste parce que, voilà, c'est juste une politesse en fait. C'est parce que lui les a invités et ça se fait. On a aussi l'imposteur trop beau pour être vrai. Ce sont des personnes en fait qui ont tout pour être heureuses, voilà, maison, travail, famille, et qui ne vont pas s'autoriser à ressentir ce bonheur et qui vont ressentir un sentiment de vide et donc ils vont se sentir imposteurs dans cette vie. Il y a vraiment un écart entre cette réussite apparente et ce qu'il ressent au fond de lui et ça peut amener là à des sentiments vraiment plutôt de déprime ou de dépression. Alors, on arrive à la fin de cette présentation pour conclure en fait. Ce que j'ai essayé de vous expliquer là, c'est que déjà c'est important de reconnaître en fait et de mettre des mots sur notre fonctionnement et sur nos croyances limitantes. Donc, j'espère vraiment que cette présentation a pu vous aider, voilà, à vous éclairer pour que tout ça fasse son chemin en vous et qu'il y ait déjà un premier pas qui soit fait. Ensuite, si vraiment vous sentez, voilà, vous avez vraiment l'impression d'être dans un fonctionnement d'imposteur, enfin de sentiment d'imposteur, le coaching, c'est vrai que le coaching, alors je prêche pour ma paroisse, mais en tout cas, le coaching va vraiment pouvoir vous aider parce qu'on va vraiment partir de la situation actuelle et puis on va vraiment vous aider, en tout cas le coach va vraiment vous aider
à transformer, voilà, et à changer, à voir ce que vous pouvez changer, pardon, pour vivre autrement et mettre en place d'autres schémas de pensée qui soient pour le coup plutôt aidants et gratifiants. Donc c'est vrai que moi je me suis plutôt spécialisée sur tout ce qui est estime de soi. Donc vous voyez le syndrome de d'imposteur, pardon, on est en plein dedans. Donc en coaching, on va s'atteler à renforcer l'estime de soi, à travailler sur les croyances limitantes, à prendre conscience de sa valeur et de ses talents. Voilà, et on doit aussi travailler sur ses peurs. Donc c'est un chemin, hein, parce que j'ai insisté sur le mot chemin parce que c'est pas en une séance qu'on peut faire ça, mais dès qu'il y a l'intention, eh ben, il y a déjà une grande partie du chemin qui est fait. Et puis en complément, parce que c'est vraiment complémentaire, un travail avec une psychologue peut aussi être vraiment intéressant parce que vous avez vu hein, qu'une partie voilà, de la fragilité ou de la fragilité de l'estime de soi peut venir de l'enfance. Et c'est vrai que ça peut être aussi intéressant voilà, d'explorer un peu ce qui s'est passé dans l'enfance ou en tout cas avant ce moment présent. Alors, je vous avais promis 2 cadeaux, les voici à l'occasion de l'anniversaire de coach personnel. Donc, le premier, c'est le test et l'analyse qui va avec pour savoir si vous, avez vraiment ce fonctionnement du syndrome de l'imposteur et surtout à quel type de profil, voilà, vous appartenez. Donc écrivez-moi au mail, qui figure sur ce slide et je vous enverrai le test, et ensuite bien sûr, suite à votre retour, je vous ferai parvenir l'analyse. Et puis le deuxième cadeau, c'est 20% sur la prochaine session, voilà, en 2023 de mon programme en ligne de coaching qui s'appelle Je me sens enfin légitime, qui est vraiment pour apprendre à se libérer de mon sentiment d'être un imposteur. Donc c'est un programme en ligne qui dure 3 mois, c'est des petits groupes, voilà, 3 à 4 personnes avec des sessions communes et puis des sessions de coaching personnel individualisées. Donc le code promotion est confanive. Donc vous m'envoyez un petit mail avec ce code pour vous inscrire. Écoutez, je tiens vraiment à vous remercier de votre attention. J'espère que cette conférence vous a beaucoup appris. Et puis du coup, j'attends vos mails. Belle journée à vous.